Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette deuxième émission de la journée, on a choisi de vous parler d'un sujet ô combien important et qui est le digital dans le secteur de l'hôtellerie. Pour parler de ça, j'ai avec moi sur ce plateau M. Nabil Hafad, directeur associé chez Archipel Digital. C'est Hafad, bonjour. Bonjour. J'ai également avec moi sur ce plateau M. Oussama Choubeï, fondateur de Digitancy, agence de transformation digitale. C'est Oussama, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais juste donner quelques petits chiffres par rapport à ce secteur-là. C'est que j'ai lu sur une étude récente du cabinet McKinsey qui a été faite, réalisée, enfin en tout cas publiée en 2016. J'ai lu comme quoi le marché du digital va représenter une contribution d'environ 375 milliards de dollars au PIB européen. Et cela va atteindre 2500 milliards à l'horizon de 2025. C'est dire la progression énorme que connaît ce secteur. À ma connaissance, je n'ai jamais vu un secteur qui avec pareille progression. Est-ce qu'on a des prévisions comme ça au Maroc ou pas? C'est Hafad. Sur le marché du digital dans l'absolu ou le marché du digital Maroc. lié au tourisme? Non, dans l'absolu. Ah, dans l'absolu. Il y a une étude qui est sortie dernièrement à l'occasion du Digital Summit et qui, si mes souvenirs sont bons, parle d'un marché en net qui n'est pas énorme, qui était de 200-300 millions de dirhams. En net investi. Entre l'achat d'espace, la production. Mais après, honnêtement, je doute qu'il y ait une étude assez scientifique, assez poussée pour donner des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer pour faire de la prévision, faire de l'analyse. Ça veut dire qu'on a raté le train ou... Rater le train comme dans plein de sujets. On est un tout petit pays, on est en retard, on est à la traîne. Les révolutions se font sans nous, elles se font aux États-Unis, elles se font en Chine, elles se font en Europe, et nous, on est derrière en train de suivre pour essayer de nous rattraper. Oui, mais on va dire que c'est relativement jeune comme secteur, le digital. Bien sûr, tout est relatif. Donc, je ne sais pas si... Jeune, non. Internet a commencé à se développer à partir du milieu des années 90, ça fait bientôt 25 ans. Dans ces métiers-là, 25 ans, c'est 3 siècles en comparaison avec l'économie classique. Entre-temps, on a vu l'émergence de géants qui ont des tailles juste phénoménales et qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle carte du monde. On parle de nouvelle économie, on parle de disruption en permanence. Il y a une nouvelle carte du monde qui s'est installée. Jeune, oui, mais accélérée aussi. Pas si jeune que ça maintenant. C'est ça, vous partagez. Je partage l'avis de M. Hafad. Je pense que le secteur du digital au Maroc est encore embryonnaire. Dû des freins, le manque de confiance surtout, parce qu'il n'y a pas d'organe central qui régule le secteur. Et ça se répercute sur les réflexes des utilisateurs. On a tendance à associer le digital aujourd'hui au Maroc à de la consommation des fake news ou Health Alam et compagnie, parce que l'usage, d'après la perception de nos concitoyens, des utilisateurs d'Internet au Maroc, c'est de la consommation. On n'est pas encore sensibilisé à toutes les possibilités qu'offre le digital pour les individus, d'une part. D'autre part, en parlant de transformation digitale de l'économie marocaine ou des entreprises marocaines, ce sont des entreprises avec le plus d'enjeux économiques qui ont de l'urgence en vue d'entamer le processus de transformation digitale. Ce qui n'est pas le cas forcément pour tout le tissu économique. Bien entendu, une déconnexion, ce qui est le cas également pour d'autres secteurs, pour la gouvernance, sauf que le digital, il met à nu la réalité. C'est ça la différence avec d'autres secteurs, parce qu'on ne peut pas cacher. Et voilà, la vérité finit par éclater sur la toile. En corrélant avec avec la spécificité de l'e-tourisme, en regardant les chiffres de cette année, je pense qu'il y a eu un bond inégalé de plus de 10% en termes de chiffres générés par l'activité touristique, qui est sans doute lié le facteur digital. Ça n'a pas encore atteint tout son plein potentiel pour vraiment réussir la transformation digitale de la destination au Maroc. Il faut qu'il y ait la transformation digitale réussie de l'ensemble des parties prenantes et qu'il y ait une certaine homogénéité par rapport les actions entreprises, qu'il y ait une vraie cellule de gouvernance qui régit l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire le ministère, l'ONMT, les conseils régionaux de tourisme, les établissements touristiques, les agences de voyage, les professionnels du digital, les professionnels de la restauration, qu'il y ait un écosystème
autour du e-tourisme au Maroc. Je pense qu'à partir de ce niveau, on peut voir un vrai bond, une vraie révolution pour le tourisme marocain, fortement lié le digital, quoi. D'accord. Parce que moi j'ai l'impression, je ne vous cache pas que j'ai l'impression, quand je vais dans un hôtel, j'ai l'impression que les hôteliers sont un peu réticents par rapport à ça. Surtout l'hôtellerie de luxe. Parce que je ne sais pas, réservé sur Booking, peut-être que c'est pas considéré comme qui va avec le luxe, quoi. Donc j'ai l'impression que les hôteliers sont un peu réticents. Est-ce que c'est vrai ou là c'est juste une impression? Serfad. Moi, sincèrement, de mon point de vue, il y a l'ancienne économie du tourisme et la nouvelle économie du tourisme. Oui, mais qui domine? La nouvelle, par des chiffres, malheureusement. Ce n'est pas l'ancienne. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres. Et vous verrez de vous-même que quelque chose s'est passé dans le monde. La nouvelle économie du tourisme est une réalité qui est en train de s'installer de manière mature. Ce n'est pas encore de nouvelles initiatives où on va essayer. Non, c'est le cas. Je vous donne un chiffre. Airbnb a fait switcher le modèle du B2B au C2C, du business to consumer, de l'hôtel à l'utilisateur, de l'utilisateur à l'utilisateur. Très bien. En 2-3 ans, ils ont atteint 1 milliard de clients dans leur base connectés, de clients qui s'inscrivent sur le site et qui réservent, qui utilisent, peu importe. En 3-4 ans, ils ont atteint 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour vous donner une appréciation, un groupe comme Accor, qui a 25 ans, fait 5 milliards d'euros. 25 ans, 5 milliards d'euros. 3 ans, 1 milliard d'euros. On prévoit pour Airbnb, dans les 4 années qui arrivent, de passer à 20 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez un peu le rythme, la taille. La taille est énorme aujourd'hui. Je prends une plateforme comme Booking, que vous avez citée. Je ne sais pas si vous avez une idée sur le nombre de visites mensuelles que Booking reçoit. Donnez-moi un chiffre. Ça doit être énorme. Donnez-moi un chiffre. Celui qui vous passe par la tête. 3 milliards? 3 milliards. C'est énorme. Alors 3 milliards. 3 milliards, c'est le trafic sur toute la catégorie sur un trimestre, à peu près. 3 milliards. Sur toute la catégorie hôtel, accommodation, travel. Booking génère 450 à 500 millions de visites par mois. C'est juste phénoménal. Et je vais vous donner des critères d'appréciation. Le site qui gère la destination France, 80 millions de touristes quand même, la France, c'est le premier acteur mondial. Le site génère 2 millions de visites par mois, en moyenne. 1,8 million, 2 millions, 2 millions 2. Allez, on va le comparer avec Visite Morocco. Nous parlons de 50 000, 100 000 visites. Vous voyez, 500 millions de visites, 2 millions de visites, 50 000, 100 000 visites. On ne joue pas dans les mêmes championnats, entre guillemets. Vous voyez? Donc oui, l'ancienne économie, l'ancien monde du tourisme a péché peut-être par manque de vision. Et je vais vous dire ce qui s'est passé, à mon sens. Parce que Expedia date de 1995. Les OTA, les nouvelles formes, elles ont commencé il y a longtemps. C'est pour ça que je disais c'est pas si jeune. C'est pas si jeune. Le phénomène a commencé il y a très longtemps. Il a commencé à s'installer. Les hôteliers classiques y ont vu l'occasion de faire du chiffre d'affaires additionnel à court terme, mais ils n'ont pas vu la menace. Ils n'ont pas vu ce qui est en train de se dessiner devant eux. Ce qui se dessinait devant eux, c'est que des gens sont venus dans la chaîne de valeur du tourisme. Ils se sont positionnés là où il faut. Ils ont pris la relation client, ils ont pris le plus gros des marges et ils ont pris en otage l'ancienne économie du tourisme. Et l'ancienne économie n'a pas vu venir. Aujourd'hui, ça a commencé par l'hôtellerie. Aujourd'hui, c'est le transport, en tout cas, location de voitures. Le phénomène Blablacar est équivalent, fait que là aussi, les agences classiques de location sont en train petit à petit de se poser de grandes questions sur leur schéma. Toute la mécanique de loisirs, de détente, de prise en charge du touriste, du moment où il réfléchit à voyager, au moment où il finit son voyage. Il y a plein de propositions qui lui facilitent la vie, qui font qu'il a une nouvelle relation au tourisme. Alors quand on regarde le tourisme aujourd'hui, en 2018, avec le système d'exploitation de 2000, clairement, je comprends la réticence que vous ressentez, elle vient de la méconnaissance, elle vient de la peur, elle vient de l'angoisse. Elle vient malheureusement de ce sentiment d'incapacité qu'il y a des monstres qui se sont installés. C'est dû à un système managérial de l'ancienne école. Moi, je dis souvent, parce que je parle beaucoup de transformation digitale, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Je dis souvent qu'aujourd'hui, pour faire sa transformation digitale, il faut changer le software managérial. Il faut le changer. Il faut comprendre qu'il y a un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, il y a de nouvelles exigences, une nouvelle manière de voir la relation marque-consommateur qui a fondamentalement changé. Mais alors là, croyez-moi, fondamentalement. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans la marmite en 98. J'avais une start-up qui faisait du e-marketing en 98. J'ai vu arriver Google, Yahoo et compagnie. J'ai fait du conseil en système d'info. Je me suis éloigné, je suis revenu. Je me suis dit, waouh, le monde a vraiment changé. Ces 20 dernières années, le monde a changé. La manière avec laquelle nous lisons la carte du monde doit changer. Alors quand vous avez un patron de groupe hôtelier qui ne comprend pas qu'aujourd'hui,
il faut être véloce, rapide. Il faut être dans le test and learn. Il faut être dans l'innovation permanente. Il faut devenir technologique dans le métier. Il faut réfléchir complètement à la chaîne de traitement. Il faut amener plus de confort aux clients, plus de services, une vision à 360 degrés. Il faut intégrer l'intelligence artificielle. Il faut intégrer les objets connectés. Il faut intégrer patati et patata. Quand il n'est pas dans cet état d'esprit et qu'il continue à lire le marché avec l'ancien état d'esprit, des OTA classiques, une marque qui communique, franchement, c'est là où vous voyez qu'il y a un système d'exploitation de japonais où il doit lire l'arabe, c'est compliqué. Voilà. On est en train de préparer cette génération ou pas sur les bancs de l'école? Sincèrement, je ne sais pas. En toute honnêteté, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question, très pertinente, qui mérite à elle seule 3, 4, 5 débats, hein, franchement. J'en ai pas l'impression. Mais après, peut-être que je me trompe. C'est où ça va? Alors, je vais juste souligner que le secteur du tourisme partout dans le monde, il est très particulier. Il est difficile à hacker ou à contourner, mais pas impossible. Donc la vague de la disruption liée au tourisme n'est pas récente. Peut-être la première vague des agrégateurs, Expedia et compagnie, ou des concurrents indirects, les players, les tour opérateurs, les agences de voyage, etc. Des concurrents indirects. La deuxième vague, il y a la vague de Booking, c'est des concurrents directs, c'est des marketplaces qui viennent se positionner et remettent en question la viabilité d'autres modèles en prenant de plus en plus de place la chaîne de valeur, poussant les autres acteurs à revoir leur stratégie, à revoir leur proposition de valeur, leur stratégie à la baisse, etc. Au d'abord, avec la vague de l'économie collaborative, on atteint une autre vague avec le Airbnb, etc. Donc, ce qui se fait que pour réussir vraiment la transformation, définissant de la transformation, le processus structurel, en profondeur, on parle de rupture, d'accord? C'est fournir des expériences clients personnalisées, engageantes et innovantes, d'accord, en capitalisant sur la data. La data ne ment pas, les chiffres ne mentent pas. Grâce à une organisation, une vision 3.0, avec ses outils, ses visions, son style de management, ses process, on parle de test and learn, on parle d'agilité. Enfin, tout ça, ça part de la sensibilisation du top management. Et donc, il faut beaucoup d'acculturation, il faut beaucoup d'évangélisation, il faut lever les amalgames parce que la transformation digitale aujourd'hui, on en parle, mais on ne maîtrise pas le vrai sens le terme. J'aimerais également rebondir à ce qu'il faut pour hacker justement la domination. Le cas de l'accord. Pardon. Parce que pour le commun au sens positif, parce que pour le spectateur, c'est dans le sens trouver des solutions, contourner, innover, faire preuve de penser en dehors de la boîte, out of the box, pour trouver des solutions un peu originales. Les établissements touristiques, les établissements hôteliers ont peut-être raté la vague de la transfo digitale. Peut-être qu'on accorde plus d'importance à la rénovation des hôtels. Il y a le manque de culture ou l'angoisse par rapport au changement du management qui fait que on est réticent à aller vers l'inconnu, surtout par rapport au digital qui est assimilé à des choses propres d'une certaine génération, à des réflexes qui ne sont pas, ce qu'on s'était dit tout à l'heure, qui ne sont pas corrélés de la vraie création de valeur et du business. Le cas de l'Accor Hotel, ça c'est un bon cas d'école. Je ne dis pas qu'Accor Hotel a réussi vraiment à lutter contre la disruption du Booking, mais elle a fait des choses dans ce sens. Elle s'est retrouvée avec une domination d'un acteur comme Booking, avec 20% de commission, et même la clause qu'on leur a imposée, c'est d'aligner deux hôtels de la même gamme à la même politique de prix que sélectionne Booking. Donc il y avait une atteinte des clauses de concurrence. Au moment, ils ont mis en place la vision, un plan de transformation digitale qui s'appelle Leading Digital Hospitality. D'accord, avec un certain nombre de programmes passant intégrer vraiment Accor Hotel l'ensemble de la chaîne de valeur touristique et transformer l'offre de l'Accor Hotel. Donc, ils sont passés même Accor Hotel. Déjà, c'est pour dire qu'on est consolidé la présence des hôtels par rapport à la présence du groupe. Et pour la première fois, ils sont allés chercher des hôtels, Accor, d'autres établissements pour leur proposer une nouvelle application, un marketplace. Et donc, qu'est-ce qu'ils se font? Ils transforment leur modèle économique. Ils se placent sur d'autres aspects de la chaîne de valeur. Si on voit le parcours des clients touristes aujourd'hui comme des étapes partant de l'inspiration
la phase où je suis en train de fantasmer, de rêver d'un voyage, l'étape le booking, l'étape je prépare mon voyage, l'étape où je viens, je me rends à la destination, je vis avec l'expérience, ou l'étape où j'évalue mon expérience post. Ils ont fait en sorte de proposer des seamless journées, des parcours fluides, sans interruption, pour proposer des services pendant tout le parcours client. Peut-être que la destination Maroc et les parties prenantes doivent s'inspirer de la démarche et plugger des offres de promotion de la destination Maroc, pas pour la restauration, pas pour l'ensemble des services et les expériences. On est flair de l'expérience. Donc je sais que la stratégie de la promotion de la destination, elle est autour de l'influence sociale. Le pouvoir très fort qui est le summum peut-être le message marketing, c'est quand des individus lambda vont s'identifier à d'autres individus et faire en sorte que le message, la promotion, l'ambassadorship passe le plus naturellement possible. Avant, pré-digital, l'influence sociale ne pouvait qu'arriver une pyramide où c'était des égéries, des personnes, des stars ou là, des personnes connues. D'abord, avec le digital, on est descendu d'un cran par rapport à la pyramide d'influence. On peut parler de consommateurs, faire en sorte d'engager et de fédérer et d'influencer des touristes qui jouent le Maghreb pour porter le message le plus naturellement à d'autres touristes qui vont s'identifier le touriste lambda. Des dispositifs mis en place l'ensemble les endroits où ils peuvent se rendre, les musées, des restaurants, etc. Mais surtout proposer une expérience qui va leur donner de l'émotion qui va les inciter à recommander la destination au Maroc. Et pour psycho-digital, quoi. C'est vraiment le digital, c'est ça. Pour maîtriser le digital, c'est des paramètres psychologiques que l'humanité n'a jamais peut-être rentré dans autant de paramètres pour influencer le comportement, pour déjà connaître le comportement des clients ou anticiper. Maintenant, mais à la dimension big data, on peut avoir une connaissance client très importante et faire en sorte du machine learning ou de l'intelligence artificielle et aller vers du prédictif. On va prédire le comportement d'un client idéal. D'accord. Est-ce que, ma question c'est pour vous, est-ce que le fait de digitaliser le secteur, est-ce que, si j'ai bien compris, les agences de voyage vont disparaître, ainsi que les tours opérateurs par exemple? Je sais pas. Ils vont se réinventer, à mon avis, comme ça s'est passé dans tous les secteurs. Disparaître, non, je pense que comme a dit Lavoisier, tout se transforme finalement. Ce sont des gens qui vont s'adapter. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aujourd'hui, ils sont obligés de tenir compte de nouveaux consommateurs. Quand vous regardez aujourd'hui les générations Y, les générations Z, une partie de la génération X, les gens ont de nouveaux usages. Aujourd'hui, on prépare son voyage confortablement installé dans son fauteuil, en ayant une tablette sur les pieds, en cherchant dans son smartphone le temps qu'il faut, en testant des choses, en regardant au plus près des détails de la future expérience, comme disait si bien monsieur, que je vais vivre. Ils vont s'imaginer, se projeter, donc ils vont trouver plein d'informations. Ce qui fait que le consommateur aujourd'hui, il a à sa disposition... Entre nous, ça risque de déshumaniser un petit peu le secteur, alors que cette notion d'humain est au centre même de ces activités. Franchement, pas du tout. Je pense qu'il y a, vous savez, il y a toujours... Dans le processus de décision, il y a toujours plusieurs phases. Dans le processus d'information, je pense qu'il faut être excellent. Humaniser, pas humaniser, c'est un questionnement secondaire. Pourquoi? Parce qu'il faut émerger dans un univers concurrentiel. Quand un touriste européen veut voyager, il a devant lui le monde. Il a des compagnies aériennes dans son pays qui sont super efficaces, qui ont une couverture mondiale. Il a de la devise. À la limite, venir au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Grèce, à Chypre, à Malte. Il vient pour se dépayser un petit peu. Alors j'y arrive. C'est là où je finis juste mon propos, si vous permettez. Il faut tenir compte du fait qu'en face, il y a des consommateurs aujourd'hui qui ont accès à plus de possibilités, plus d'informations. Donc elle dit, je vais le dire en arabe, Moussallama numéro 1. C'est-à-dire que c'est fini le temps où, moyennant des campagnes de communication ponctuelles, je pouvais prendre la parole et que c'était suffisant. Non. Il faut que je m'inscrive dans une relation, comme disait monsieur tout à l'heure. Et cette relation-là, elle est beaucoup plus facile à construire quand j'ai des marques fortes, une destination forte, quand j'ai des produits forts à proposer, quand j'ai aussi des consommateurs qui ont vécu l'expérience et qui sont en train de la restituer positivement, quand j'ai tout un écosystème qui est en ordre de marche et qui parle entre guillemets, qui va dans le même sens.
qui va dans le même sens de la densification, de la prise de parole et de l'émergence. Parce que, encore une fois, faisant la chose très simplement, je suis suédois, je suis dans mon coin, je ne sais même pas peut-être que le Maroc existe. Je ne sais même pas que je peux aller au Maroc dans un moment où il fait moins 30 chez moi ou moins 15 et en plus les vacances se sont atomisées dans le temps, dans toute l'Albanie. Et où se trouve le Maroc, c'est qu'il n'est pas connecté à la base. Eh ben non, il est connecté, mais à la limite, le Maroc n'émerge pas dans son champ de conscience. C'est là où c'est très important. En fait, il faut partir du principe que c'est à nous de faire l'effort. C'est à nous de faire l'effort, de faire émerger nos marques. C'est pas à eux de faire l'effort de venir nous chercher. Vous dépassez la première page du résultat de Google quand vous cherchez, vous ne le dépassez pas. Première, deuxième, puis vous dites, bah voilà, je ne les vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est aux marques de faire l'exercice. Donc ça, c'est très fondamental. Et ça doit se faire de manière coordonnée. Je parlais tout à l'heure d'écosystème, il a entièrement raison. Aujourd'hui, il faut prendre conscience d'une chose. À l'échelle du Maroc, nous sommes tout petits. Quand chacun va de son côté, nous sommes encore microscopiques. Quand tout le Maroc va dans le même sens, il y a des chances que quelque part, il y ait des initiatives qui se densifient et qui grandissent et qui font émerger. C'est vraiment fondamental de le comprendre. Vous voyez, parce qu'en face, la demande mondiale est énorme. La demande sur le tourisme évolue d'année en année. 80% des gens, généralement, voyagent dans leur région. Et 20% voyagent en dehors de leur région. Chiffre de l'Organisation mondiale du tourisme. Vous voyez, quand on regarde les statistiques du Maroc, et je voulais comprendre un petit peu, je me suis dit, est-ce que ce principe s'applique à nous? Nous, c'est 20% des gens de notre région qui viennent chez nous et 80% qui viennent de l'étranger. J'ai exclu les MRE, j'ai pris que les chiffres nets des touristes étrangers, vous voyez. Donc c'est pour dire que nous avons aussi une région qui est peut-être pauvre en moyens, qui ne génère pas du tourisme régional. Ça veut dire que nous sommes condamnés à aller importer et chercher du tourisme international. Et pour chercher du tourisme international, il faut draguer, il faut séduire. C'est la devise, non? Oui, au-delà de la devise, bien évidemment, il y a tous les effets positifs du secteur. Que ce soit l'emploi, que ce soit la devise, que ce soit tout ça. Mais sur un plan marketing, nous parlons de promotion de destination. Marketing, c'est un produit, un branding, des touchpoints, une manière de prendre la parole, une manière d'émerger, de séduire, une manière de créer de l'intérêt, une manière de fidéliser. À la limite, basiquement, vous voyez, basiquement. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, quand on gère une destination, alors la difficulté, à mon avis, qu'il faut prendre en considération, quand vous avez un touriste chinois qui se balade sur la côte et qui est mort parce qu'un poteau rouillé lui est tombé dessus, que peuvent faire les gens de la gestion de la destination, entre guillemets, pour nettoyer la perception qu'on peut avoir du fait que c'est dangereux d'aller se balader la corniche de Casablanca? Rien. C'est un problème qu'il faut traiter en amont, quoi. C'est juste pour dire que c'est une vision holistique qu'il faut avoir. Toute la marque Maroc contribue, entre guillemets, à ramener ou ne pas ramener du touriste. Les professionnels du secteur. Vous voyez, c'est là où c'est important. Et juste pour finir, ce que disait monsieur tout à l'heure, je reviendrai dessus, c'est oui, créer un réseau très capillaire de gens qui parlent de nous, des stars, des gens connus, des artistes, monsieur et madame tout le monde, qui ont vécu de belles expériences. Effectivement, entre guillemets, ça permet aussi de passer des informations positives là où d'autres passent des informations négatives. Et c'est une vraie guerre d'influence aujourd'hui qu'il faut comprendre. C'est une véritable guerre d'influence de marque. Et ce n'est pas qu'une question de gestion de destination. En tout cas, il faut mettre les choses à leur place. Ce n'est pas que l'ONMT, que le ministère du Tourisme, que la FNT qui doivent être montrés du doigt. Non, 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 c'est tout le système du pays. Je vais vous dire autre chose, si je peux permettre, je boucle la boucle. Quand vous avez un touriste international qui vient chez nous, ces gens-là, ils lisent combien de livres par an? Ils en lisent beaucoup. Ils vont les musées. Ouais, la plupart. Voilà, 1,5 million qui viennent de France. Allez, on va prendre les dominants. Ils vont dans les musées. Ils ont une activité culturelle. Alors quand ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'on leur propose de ce côté-ci? Donc c'est pas qu'une question d'infrastructure, encore une fois. Il est magnifique notre soleil, la lumière est magnifique. Mais au bout de 3-4 jours, les gens s'ennuient et s'en vont. C'est aussi des réalités lourdes du produit. Il faut interpeller le produit, il faut d'abord interpeller le produit, puis ensuite interpeller les mécanismes de promotion et de valorisation de la destination. Et vous pensez que... Je suis un peu sévère par rapport. J'ai vu ça, mais... J'aime mon pays, je suis un peu exigeant, je me dis haram. Il n'y a pas... On peut faire mieux. Qui aime bien châtie bien. Bah oui. Je veux juste avoir votre avis sur... Est-ce que ce secteur du digital dans le tourisme n'a pas été un peu oublié dans la vision 2020? Laissons monsieur. Oui, enfin, le sentiment que j'ai par rapport à la vision 2020, c'est qu'on accorde plus d'importance équiper notre pays en termes de stations, d'établissements hôteliers. Peut-être que le côté digital, il n'a pas pris toute l'ampleur qu'il était censé prendre, sachant l'équation mondiale le secteur du tourisme. Et le taux d'occupation est à 43%. Donc le challenge, c'est de remplir déjà. C'est de remplir. Comme a dit ici Nabil, bon, on est sur la même longueur d'onde. Le digital a fait en sorte que c'est l'individu qui a le pouvoir. D'accord? C'est plus les marques. C'est l'individu qui a le pouvoir de critiquer, de recommander, de partager. Vous parlez du consommateur.
je parle de consommateur, d'utilisateur consommateur, de recommander, de critiquer. Il a un certain poids pour soit servir les intérêts, promouvoir le plus naturellement du monde une destination, ou là de critiquer. Il est ultra informé, ultra exigeant. Il connaît vos produits, il a la possibilité de connaître votre produit, de connaître votre prix et ceux de la concurrence. Mais le digital, c'est la dimension de la customer centricity. C'est lui qui a le pouvoir. Il faut faire les choses pour lui. Peut-être la destination Maroc n'émerge pas pour certaines zones géographiques, pour certaines catégories de touristes. C'est qu'on ne prend pas assez en considération leurs intérêts, leurs attentes, et toujours lier l'objectif le produit, pas pour l'objectif de la cible, au lieu d'être cloisonné sur une approche centrée marketeur. La gastronomie, oui, c'est très bien, d'accord, mais il faut corréler, il faut personnaliser les expériences, parce qu'un Suédois ne veut pas consommer la même expérience, n'a pas les mêmes habitudes de consommation, les mêmes éléments de prise de décision qu'un Chinois ou qu'un Français, etc. Il faut personnaliser les messages. Il faut fédérer les Marocains déjà pour les premiers ambassadeurs de la destination Maroc, ou fédérer, influencer et to delight, enchanter les touristes qui viennent ici. Oui, mais c'est tout l'écosystème qui rentre en place. Parce il suffit qu'ils vivent une mauvaise expérience dans la rue pour atténuer ou pour limiter l'effort de l'ambassadorship ou de l'influence sociale qu'on cherche à ce qu'il porte. Donc vraiment, ce dont a besoin la destination au Maroc, ou le Maroc en général, parce que c'est une histoire le Maroc dans toute sa dimension. Si on voit la chose, une entreprise, où les enjeux de l'entreprise, c'est le marketing. D'accord, le marketing, qui doit réussir le pari digital. Mais si toute l'entreprise, le management, le RH, le métier ne va pas dans le sens, les actions digitales liées au marketing ne seraient pas abouties. Et donc, pareil pour le secteur. Il faut transformer le Maroc pour qu'on ait une transformation digitale réussie la destination Maroc. Et ça part de la gouvernance déjà. La gouvernance. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas aborder le digital de la même façon qu'on aborde la gestion d'autres affaires, ou qu'on aborde la gouvernance politique ou par rapport à d'autres secteurs. Ils s'attendent les mêmes résultats. Le digital, il met à nu la réalité. D'accord? Donc si on n'acculture pas nos managers, on ne change pas de mindset, on n'intègre pas vraiment une rupture par rapport à tout ça, on ne va pas réussir la transformation de la destination au Maroc, sachant les enjeux économiques et les enjeux macro du tourisme par rapport à l'économie marocaine. D'accord. Vous avez parlé, Oussama, tout à l'heure, et à juste titre, des data. Je pense que c'est les bases de données. Et tous les secteurs maintenant dans le monde, toutes les stratégies sont faites par rapport, tout le prévisionnel se fait par rapport à ces bases de données. On en est où au Maroc par rapport à ça? Big data dans sa globalité ou dans le tourisme? Dans le tourisme. Dans le tourisme, sincèrement, je ne saurais pas vous répondre. En toute honnêteté, je vais dire pourquoi je ne saurais pas vous répondre. Je ne vois pas de manifestation de produits ou de services lancée officiellement, formellement par les instances qui portent le tourisme, qui me permet de déduire que derrière, il y a une intelligence de data. Vous voyez? Je ne vois pas. Ce que je vois. On se limite à Non, je dis je ne vois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. pas, moi, pour vous répondre. Je ne vois pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui émerge. Moi, je ne vois pas. Ce que je vois les anciennes approches classiques. Sites, réseaux sociaux, influenceurs, très bien. Mais je ne vois rien qui vient de la partie data, en toute sincérité. Sauf s'il y a quelque chose qui... J'aimerais rebondir sur le point. Déjà, la data, l'importance de la data, le type de data qu'on peut avoir. On part du constat que 90% de l'information mondiale sur Internet a été créée entre 18 mois et 2 ans. Donc l'humanité n'avait pas accès à autant de données par rapport les individus. On n'avait pas la structure pour stocker tout ça. On n'avait pas déjà autant de données, on n'avait pas l'infrastructure, mais les précurseurs de l'industrie ont anticipé la chose. On parlait de cloud computing, d'informatique dans les nuages pour pouvoir stocker et traiter de la quantité de data qui ne pouvait pas être
stockés et traités avec des espaces ou là, des dispositifs de stockage physiques. On allait se retrouver avec une pénurie d'espaces de stockage. C'est pour ça qu'il y avait le cloud computing, où de la quantité de data, on pouvait en tirer des insights, des informations qu'on peut exploiter. À ce jour, on n'avait pas accès à les possibilités. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? L'expérience de l'accord Booking, pardon, de l'accord hôtel. Dès que l'individu il réservait, il y avait tout un dispositif de data qui remontait le siège. Et quand il se présentait pour le check-in, le conseiller avait déjà accès à des informations par rapport à ses intérêts, qu'est-ce qu'il aime, quel genre d'expérience il recherche. De par l'analyse de sa consommation, des dispositifs digitaux, on pouvait mieux personnaliser l'expérience. Pour revenir, est-ce qu'il y a des choses concrètement par rapport à la data qui ont été déployées au Maghreb? Je sais que l'ONMT, qui est précurseur de la chose, je connais les professionnels d'Yalom, je sais pas pour le secteur, c'est ce qui se fait de mieux. Ils ne peuvent pas réussir à m'apporter le pari de la promotion parce qu'il faut que ça suive derrière. On va marketer, mais il faut également délivrer l'expérience. Il y a des actions de monitoring. Le monitoring, c'est écouter le web, les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit sur un contexte illustré des mots-clés. On transforme la destination Maroc un certain nombre de mots-clés au le web. À chaque fois que les mots-clés ils sont cités, ça remonte et on voit ce qui se dit sur nous, sur notre réputation, sur les attentes des gens. Mais après, il faut qu'il y ait la réaction derrière. Et ça, on revient au point central, c'est qu'il faut qu'il y ait l'écosystème derrière qui suive. Donc oui, il y a des choses qui sont mises en place. Peut-être par rapport à toute la possibilité ou à tout ce que toutes les possibilités qu'offre la dimension Big Data. Pas encore, mais après il y a des choses à venir. Le machine learning, deep learning, on se base sur l'intelligence artificielle pour aller vers du prédictif. Un complément de réponse, si vous Allez-y. permettez, par rapport à Allez-y. ça. C'est vrai que chaque cycle de 18-24 mois, le monde connaît l'arrivée de data de masse, plus qu'avant, mais d'une manière exponentielle. Ce laps de temps, il s'est rétréci au fur et à mesure. Il se rétrécit. Mais pourquoi? En fait, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Monsieur a cité le cloud, il a cité un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'infrastructure de données. Et ce qu'il faut regarder, c'est que vous, à nous trois aujourd'hui, passivement, nous générons de la data. Nous avons un téléphone qui dit où est-ce que nous sommes, qui calcule nos trajets, qui informe sur ce que nous regardons, nos centres d'intérêt. En fait, c'est la data comportementale qui n'existait pas avant. Dans les philosophies marketing, moi je suis marketeur, je viens de l'ancien monde, on parlait de la donnée comportementale, mais on n'en avait pas. Il fallait créer les conditions pour générer de la donnée comportementale. Il fallait créer un marché témoin pour le faire à l'époque. Vous voyez, aujourd'hui, On va faire des sondages, les avec Google, des papiers, les Facebook, entre autres ces deux-là, pour prendre que ces deux-là, qui sont quand même les majeurs, ceux qui font vraiment les tendances, ont créé un système dans lequel ils ont intégré l'humanité, et cette humanité consomme et crée de la data à profusion. Donc, on crée de la data tout le temps. À là. C'est ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de data. Et de la data comportementale, et de la data dont une bonne partie est en libre accès, qui ne nécessite pas forcément d'être traitée dans les systèmes d'information internes des marques. Okay. Alors quand je disais tout à l'heure, de mon point de vue, je ne vois rien, bien sûr, un organisme comme l'ONMT, encore heureux qu'il fasse de la veille, de la réputation, de l'écoute sociale structurée, c'est le minimum. Mais ce n'est pas de la data. À la limite, je peux me permettre, c'est le niveau zéro du traitement de la data. Quand je dis le traitement de la data, c'est comment je crée des services, de la conversation, de l'interaction, en me basant sur de l'analyse algorithmique de données. En disant par exemple, sous d'autres cieux, on crée des agents intelligents qui prennent en charge la demande. Un agent intelligent, ce n'est rien d'autre que de l'algorithme, avec des données. C'est de la modélisation. Beaucoup de modélisation, et beaucoup d'algorithmie, beaucoup de mathématiques, et beaucoup de données, et beaucoup de collaboration. Ça veut dire qu'encore une fois, oui, ce qu'a dit monsieur a raison, l'ONMT seul ne peut pas faire. Il faut comprendre. Derrière, si je veux créer un agent intelligent qui vous dit, à vous, New-Yorkais, qui voulez visiter le Maroc, et qui converse avec vous, et qui vous permet de comprendre, est-ce que vous allez faire du tourisme d'affaires? Est-ce que vous voulez y mêler un peu de loisirs? Est-ce que vous voulez faire du tourisme spirituel? Est-ce que vous êtes golfeur? Est-ce que pour pouvoir vous permettre de dire, monsieur, quand vous viendrez au Maroc de telle date à telle date, voilà ce que je vous propose. Regardez ceci va vous intéresser, vous voyez? Parce qu'il va les puiser dans des bases de données d'information suffisamment approfondies, actualisées, enrichies par de la donnée, par plein de données, ok? Pour pouvoir
traiter, analyser et vous faire une suggestion intéressante, une recommandation. Ça s'appelle, entre autres, ça peut s'appeler un moteur de recommandation. D'un point de vue éthique et liberté, c'est pas un peu... Ah non, ça, vous soulevez un autre sujet. Vous soulevez un autre sujet, si vous permettez. Vous soulevez un autre sujet. Moi, là, je parle déjà sur le plan, comment est-ce que le secteur du tourisme, est entré dans l'ère de la big data ou pas. Enfin, le monde le fait rentrer de force, mais est-ce qu'il en profite, il génère des offres, des solutions? Sincèrement, pas encore à mon avis. Hein. Rien de bien consistant encore. Encore une fois, nous sommes à la 3e révolution numérique. Nous sommes en train de la regarder passer. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de discussion. C'est pour ça que je suis peut-être un peu amer par rapport à ça, parce que je me dis haram, à chaque fois qu'il y a une grosse tendance, je vous cache pas, vous avez dit tout à l'heure, voilà, qu'en est-il du tourisme local? Mais comment vous voulez... J'ai l'impression que vous parlez du digital, vous parlez de tout ce qui existe, le dernier cri de ce qui existe. Mais comment on peut faire avec une population locale? On a 30-40% de taux d'analphabétisme. Il y a pas, c'est pas un peu... Là, c'est un vrai sujet que vous citez là, je vais me permettre. Enfin, je pense pas trop loin tout ça? Non, c'est pas trop C'est loin. pas deux extrêmes tout ça? Absolument pas. Honnêtement, absolument pas. Je pense que monsieur sera tout à fait d'accord avec moi. Nous sommes aujourd'hui à peu près 20 millions d'utilisateurs d'Internet au Maroc. 20 millions sur 24 millions ont l'âge de se connecter statistiquement. Hein. Sur les 34 millions, nous en avons 24 qui statistiquement ont l'âge. Sachant que même des enfants aujourd'hui jouent avec des tablettes, bien évidemment. Je parle de ceux qui peuvent faire un acte formel d'aller se connecter sur une machine, ainsi de suite, 24. Sur les 24, on a 20 millions d'internautes. C'est déjà c'est énorme. Nous avons un réseau maître, un réseau social maître, qui est Facebook. À peu près 17 millions de comptes sur Facebook. 20% de duplication, de double compte. 80% des 17 millions. Ça fait déjà un chiffre qui est consistant. Nous avons aujourd'hui au moins 10 millions de personnes qui ont un smartphone connecté à Internet au Maroc. Nous avons aujourd'hui des gens qui se sont appropriés les technologies par la voix, les messages sur WhatsApp, la vidéo sur YouTube. Donc à la limite, celui les maqarish, ils s'en fichent de l'écriture. Il a la voix, il regarde, il entend, il parle. Et aujourd'hui d'ailleurs, les grands, mais on aurait bien aimé, mais au moins il peut utiliser les technologies. Et les grandes tendances futures, c'est la voix aussi. C'est d'échanger par la voix. Moi, je peux venir dans une plateforme de destination et parler avec elle, entre guillemets, parler avec l'ordinateur. Lui dire, je suis ceci, cela, je veux ceci, cela. Il y a l'échange, par la technologie. La technologie a beaucoup évolué, hein, sincèrement. Et ce que vous dites, c'est pas futuriste. Hein, c'est pas, ce qui se passe ailleurs, c'est un autre monde. Et le Maroc est dans une bulle, une sorte de cage de Faraday, et rien ne le touche. Et parce que, effectivement, nous avons de l'analphabétisme, parce que regardez devant vous ce qui se passe. Et tout le monde a le nez sur le téléphone, tout le monde, toutes les classes sociales. Les grands-parents commencent aujourd'hui à utiliser son nom et WhatsApp et compagnie d'une manière super agile. Moi, je suis étonné. Ma mère me demande de lui donner un ordinateur parce qu'il veut écrire ses mémoires. Je n'aurais pas imaginé, hein, il veut écrire ses mémoires sur un ordinateur. Je salue, elle me demande de lui réserver ses heures, ce qu'elle ne sait pas faire sur Booking. Oui, alors voilà, c'est là où c'est intéressant. C'est ce que je voulais vous dire. Quand vous voyez 20 millions d'internautes, ça veut dire qu'au moins dans chaque foyer, il y a quelqu'un qui utilise. Donc, le hadr ilm al-ghaib, moi je sais utiliser. Donc je fais rentrer la technologie à la maison. Et je fais bénéficier les gens des services qu'offre la technologie, même si eux ne savent pas utiliser. Et c'est là où je pense que c'est un débat derrière-garde, c'est fini. Il faut considérer le Marocain comme n'importe quel pays, citoyen de n'importe quel pays. Il est très connecté. Il a autre chose. Il regarde des sites internationaux. Il a un référentiel de qualité qui est élevé. Parce que lui, il regarde Booking, il regarde, enfin, pour ceux qui voyagent. Lui, vous lui donnez une plateforme qui n'est pas aboutie, il la regarde une fois, il la passe, il se dit, je vais perdre du temps moi sur ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est là où c'est difficile pour nos opérateurs locaux. C'est que quand on veut rattraper un retard, le chemin est long. Parce qu'on arrive derrière des majors qui ont beaucoup de moyens, qui ont bien brodé leur sujet. Parce que eux, l'expérience client, je peux vous dire qu'ils sont obnubilés par l'expérience client. Netflix, ce n'est que de l'expérience client. Airbnb, ce n'est que de l'expérience client. Si vous discutez avec les gens, vous lisez ce qu'ils disent, ils ont le moins de petits détails. Comment j'améliore ceci? Comment je fais cela? Vous voyez, c'est cet esprit. On a une base. On a l'artisanat. On a l'esprit de l'artisanat. Je vois l'esprit de l'artisanat. C'est franchement, si on prend ça, on l'applique, on fait des merveilles. Parce qu'on a شي حاجه في l'ADN ديالنا ديال الخدمه المتقونه ماشي ما عندناش. On va pas aller la chercher des voisins. On l'a en nous. Ce qui est juste dommage, c'est quand on arrive à des sujets comme ça, c'est vrai qu'ils paraissent complexes. Vous parlez tout à l'heure de la vision 2020,
Le peu de digital, oui, c'est parce que probablement les gens qui la portent n'ont pas fait le changement de software. S'ils avaient fait le changement de software, je vous garantis qu'ils auraient parlé de rien d'autre que du digital. Rien d'autre. Ils auraient dit, gardons nos maisons comme elles sont, faisons du tourisme chez l'habitant, trouvons des solutions innovantes, faisons en sorte que le gars qui est dans le coin paumé là-bas arrange un peu sa baraque, on lui donne une subvention et on amène un touriste. Et je ne fabrique pas des stations. Et je ne mets pas des milliards dans des stations. Il y a des pays qui l'ont fait. Vous regardez aujourd'hui ce que fait par exemple, si je ne dis pas de bêtises, la Croatie, dans des villages entiers. Ce que l'équivalent de leur ministère de tourisme a fait, c'est qu'il est parti chez l'habitant. Il lui a dit, retape ta maison. Moi, je vais ramener du flux et tu donnes ta maison aux touristes. Tu donnes une chambre, tu réserves une partie. Au lieu d'aller construire des hôtels et des machins. Ils sont partis sur quelque chose d'agile. Mais par contre, ils se sont concentrés sur quoi? La relation client. Je ramène le client, je valorise la destination, je ramène le client. Mais par contre, il y a un cahier des charges. Il y a un niveau de qualité. Il va donner son avis. Tu vas être scoré sur le service. Et voilà, et ça crée de la régulation. Il y a d'autres manières de développer le tourisme. Honnêtement, il y a d'autres manières de développer le tourisme que les golfs et les... Allah Jalla Barak. Il y a autre chose. Je suis d'accord. Un dernier mot, c'est Oussama, parce que l'émission touche à sa fin. Un dernier mot, peut-être que le plan le plan Azur, ça aurait été Smart Tourism 2020, être plus smart, plus digital par rapport la promotion, mais surtout la consommation de l'expérience Maroc. Pour ça, il faut qu'il y ait la gouvernance, il faut qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait un écosystème, il faut fédérer l'ensemble des acteurs, les acculturer, aller une conduite le changement. Il faut qu'il y ait la formation professionnelle qui suive derrière, parce qu'il y a un gros gap entre les besoins du marché digital où ce qu'offre la formation. Moi, je suis pour des formations 100% numériques, Flow FPPT par exemple, où on peut tester à partir de l'AMG ou l'AM Lemora une formation des écoles pilotes 100% numérique et voir ce que l'expérience nous fournisse comme retour avant de la déployer. Il faut travailler mais les professionnels d'aide digitale, je pense à l'agence de développement digital, créer dans une cellule de gouvernance la transformation digitale du Maroc et bien sûr créer une cellule le e-tourisme, donc pas aller vers des choses comme des formations 100% e-tourisme. Voilà, il y a beaucoup de challenges, mais comme a dit Sinabil, on a des choses sur lesquelles on peut capitaliser. Il suffit juste de revenir un peu les bases de la marocanité, faire confiance, le capital humain, empowerer le capital humain. On ne peut pas être une nation, exactement, un pays émergent avec une économie forte sans notre capital humain. On réussit à les paris du Maroc, pas seulement la transformation digitale de la destination marocaine. Merci à vous deux, merci. Merci pour l'invitation. Cette émission touche à sa fin. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. On va parler de gastronomie. À tout à l'heure.